Merci de votre fidélité à notre antenne. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Émergence pour vous informer davantage sur l'évolution de l'actualité économique et du développement. Aujourd'hui, dans ce numéro aussi spécial, nous allons évoquer ce que bien sûr c'est le budget citoyen. De quoi il est question depuis 2020, si je ne me trompe, l'État togolais est engagé dans ce processus après le vote à l'Assemblée nationale, la promulgation par le président de la République du Togo. Il revient maintenant à l'État lui-même également de transcrire avec d'autres partenaires au développement en un langage beaucoup plus facile, accessible à tout le monde, le budget voté chaque année. Et c'est ce qu'on appelle le budget citoyen. Plusieurs acteurs participent bien sûr à ce rendez-vous. Chaque année, ici au Togo, on est au numéro 4, bientôt 5. Et nous avons l'un des experts ou bien de participants en plateau. Il s'agit bien sûr de Aristide Djenda. Il est le directeur exécutif de l'Union des organisations non gouvernementales du Togo. Avec lui, nous allons devoir nous intéresser bien sûr à ce qu'est le budget citoyen, quelle participation des OSC. Bienvenue à tous. Aristide, bonjour et merci d'être là. Merci, merci Mathieu. J'espère que ça va, Luanto. Oui, ça va, ça va. C'est quoi votre actualité? Oui, donc au niveau de l'Union des ONG du Togo, et comme son nom l'indique, oui, nous participons et nous contribuons au développement donc du Togo. On travaille donc dans plusieurs secteurs. Donc dans la gouvernance. Dans la gouvernance, celle bien sûr qui est aussi économique. Voilà. Et nous allons nous intéresser bien sûr à notre sujet du jour qui porte sur le budget citoyen. Quelle participation des OSC? Nous avons le budget, le document bien sûr, le budget citoyen de 2021 en photo, ce que vous voyez bien sûr à l'écran chez vous. Et ça c'est le budget citoyen de 2021, on a également de 2022 et 2023 qui va être disponible dans quelques jours parce que le travail en amont a été déjà fait, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors quand on parle bien sûr du budget citoyen, qu'est-ce que ça vous dit? Merci encore une fois, Monsieur Mathieu, de me donner la parole pour me prononcer sur le budget citoyen et quelle est la participation des organisations de la société civile. Je voudrais remercier donc les promoteurs donc de cette télévision qui nous a marqué il y a juste quelques jours avec la Coupe du Monde. Voilà. Vous avez aimé? Oui, absolument. Ah ouais, oui. Connaissant voilà. le foot, comme tout à fait. Donc vraiment ça a été un grand plaisir, donc de suivre à partir donc de nos maisons, tous les matchs. Voilà, une première en Afrique. Voilà, donc félicitations vraiment à l'équipe. Donc je crois que Dieu vous permettra donc de renforcer, de continuer par diffuser donc ces matchs pour le bien-être donc de la citoyenne et donc du citoyen. Voilà. Ah oui, voilà. Il faut tout à fait. mettre le citoyen et la citoyenne à l'aise dans le choix de ces programmes de télé. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc vraiment, c'est une occasion pour moi de vous féliciter, de vous dire merci et de continuer par donc nous servir. Voilà, M. Mathieu. Et par votre intermédiaire, vous transmettrez ce message au directeur général. Et au promoteur. Voilà, justement, donc de cette télévision. Parfait, merci bien. Donc, ceci étant avant tout propos, je voudrais dire sincèrement merci. Merci et félicitations donc au gouvernement togolais, donc, qui, vous venez de le dire, depuis 4 ans, et permet à la citoyenne et aux citoyens de comprendre véritablement ce qu'on appelle budget. Parce que ça fait des années, chaque année, en décembre, on dit, bon voilà, l'Assemblée nationale a voté le budget du Togo. Mais on ne comprenait pas grand-chose. Moi-même, qui vous parle, on ne comprenait pas grand-chose.
hein, parce que le document d'abord il est technique. Très technique. Oui, très technique. Et puis très volumineux, de sorte que quand vous le prenez, vous avez envie en même temps donc de dire, bon écoute, je vais à autre chose. Parce que le langage est très technique et puis le document est très volumineux. Voilà. Donc, je crois que c'est une idée géniale, hein, et ça fait une avancée importante pour notre pays en matière donc de gouvernance, en matière donc de l'utilisation de l'argent public. Parce qu'en réalité, le budget, c'est de ça et il est question. Et cet argent-là qui n'est pas disponible, qu'il faut aller chercher et financer les projets et programmes avec. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Du budget, les gens croient qu'il y a déjà l'argent frais quelque part, qu'il faut aller prendre, qu'il faut dépenser. Non. Voilà, tout à fait. Parce que ce n'est pas de l'argent qui est déjà disponible. Oui. C'est de l'argent que le gouvernement va s'employer à mobiliser chaque année. Hein, donc pour financer les besoins donc de la population. Parce que c'est de ça il est question. Voilà. Donc il était vraiment important d'abord de faire comprendre aux citoyens ce que c'est que ce budget-là, et puis à quoi il va servir. En réalité, c'est de ça il est question. Et donc par rapport au budget citoyen lui-même, vous l'avez dit, hein, le gouvernement s'est engagé à transcrire donc, en un langage accessible par tous, par chaque citoyen et chaque citoyenne, le contenu donc de budget, donc du budget qui est voté, comme venait de le dire, au mois de décembre, hein, de chaque année. De chaque année, oui. Voilà. Donc comme je viens tantôt donc de le dire, et bien quand vous prenez donc le budget citoyen, que ce soit celui dont vous venez de faire qu'à 2021 ou 2022, et bientôt 2023, voilà, chaque citoyen peut vraiment comprendre. 2021, ça, oui. Voilà, chaque citoyen et chaque citoyenne peut comprendre hein, le contenu. Comment vous comprenez ça? Voilà. On dit budget citoyen, un document que j'ai dans la main, ça fait 80, non, ça fait 117, 18, 120 pages au plus. Voilà. Comment vous comprenez ça? Vous parcourez ça à longueur de temps, vous lisez ça, vous expliquez ça aux citoyens, aux citoyennes que vous rencontrez à travers vos ONG, c'est bien ça? Oui, oui, c'est bien ça. Et nous venons donc de boucler une campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation. Hein, voilà. Donc, nous l'avons fait à la fois dans la région des Savanes, dans la région de la Kara, dans la région donc de centrale, plateau est, plateau ouest, la maritime, et puis on a terminé par le Grand Lomé. Donc environ 300 agents des organisations donc de la société civile avaient été sensibilisés, et à la fin donc de la sensibilisation, nous avons remis un document donc de projet, de budget citoyen. Donc c'était le cas donc de budget 2022. Voilà. Donc il faut dire que vraiment les gens, dans toutes les régions, les gens ont été satisfaits. Ils ont découvert finalement et compris d'abord ce que c'est que donc le budget. Et ce qui a intéressé plus les gens, c'est quoi? C'est que il y a déjà la loi de 2014 qui invite d'abord le citoyen ou la citoyenne à participer donc à la définition donc des besoins. Et ça, c'est très important. Et ensuite, le citoyen peut participer à la définition, donc aussi bien au niveau, surtout au niveau donc des régions, les priorités. Donc lesquelles priorités? Et finalement, après tout ce qu'il y a comme exercice d'arbitrage est retenu dans ce que nous appelons donc le plan d'investissement pluriannuel, donc le PIP.
ensuite, la même loi dit que le citoyen, et ça c'est très important, le citoyen peut ou la citoyenne doit participer au contrôle donc, de la réalisation donc, de ce qui est programmé chaque année. Puisque, comme on venait de le dire ici, le budget citoyen c'est quoi? Oui, on dit l'argent que l'État est capable donc, de mobiliser sur les 12 mois. Et ensuite, à quoi va servir cet argent? Et parce que c'est ça qui intéresse le citoyen. Comment c'est servi? Et voilà, justement. Donc, alors, au cours donc des ateliers donc, de vulgarisation, on est revenu sur ce qui est programmé en 2022. Oui. Que ce soit dans le secteur donc, de l'approvisionnement en eau potable, que ce soit dans le domaine donc, de la santé, que ce soit dans le domaine donc, de l'éducation, et bien d'autres secteurs, eh bien on a montré ce qui est programmé. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours dans ce budget citoyen, il y a les réalisations programmées par région. Donc, par région, et les gens se disaient, mais attends, mais on n'est pas informé qu'il y a des choses comme ça qui soient programmées dans notre région. Et on a dit, d'accord, c'est l'occasion. C'est pour ça, le gouvernement dit, mais écoute, moi je vais aller plus loin aujourd'hui en montrant à la population ce que je compte faire sur chaque 12 mois. Donc, voilà ce qui était programmé pour votre région. Bon nombre n'était pas informé, mais avec justement ce budget citoyen et surtout pour à l'occasion donc de ces campagnes donc de vulgarisation et de sensibilisation, eh bien ils ont découvert ce qui est programmé pour les régions. Les régions. Voilà. Dans et donc, chaque secteur. Dans chaque secteur. Oui. Voilà. Donc ce qui nous amène finalement, bon, en tant qu'organisation de la société civile, à dire d'accord et que c'est bien. Donc maintenant que nous savions que le budget citoyen est très important pour nous parce que la loi nous le dit, nous devons participer à la définition donc des priorités, à la définition donc des problèmes des populations, mais également nous devons jouer le rôle donc de contrôle citoyen. Eh bien, à partir du moment où le budget citoyen nous permet de lire facilement donc l'argent qui est prévu à être mobilisé, mais surtout ce qui est programmé dans chaque région, eh bien ça nous permet en tant qu'organisation de la société civile de suivre, et ça c'est le plus important, de suivre donc la réalisation donc des programmations région par région. Donc c'est pour ça qu'on a organisé les organisations région par région pour pouvoir donc de suivre. Je crois que le gouvernement, en le faisant, c'est dit, le budget citoyen, un de ses objectifs, c'est de renforcer la confiance. La confiance entre ceux qui gouvernent et puis les gouvernés, donc, que sont donc les populations à la base. Les populations donc, à la base. Moi, je pense que, et par ricochet également, ça aura un impact sur le paiement des impôts. Mais n'oubliez pas que les recettes donc, de l'État pour pouvoir financer le développement sont constituées, je crois, à hauteur de plus de 60% donc des recettes des impôts. Et puis quelques taxes. Une fois que le citoyen et la citoyenne auraient compris que, ah, mais oui, mon argent que je paye en termes donc d'impôts ou de taxes sert finalement à répondre à des besoins que je sens peut-être dans le milieu où je veux. Ça peut être un besoin donc d'accès à l'eau potable, ça peut être un besoin d'accès à l'électricité et autres. Mais que l'État a besoin que je puisse participer financièrement en payant donc mes impôts et autres taxes, oui, qui lui permet en retour de mettre les services dont j'ai besoin finalement. Et donc ça renforce effectivement cette confiance. Ça renforce vraiment la participation donc citoyenne à la mobilisation donc des ressources et finalement donc au contrôle de l'action. Voilà. Alors, justement, ça c'est votre rôle, celui dont bien sûr de contrôler l'action
des décideurs en tant que OSC. On sait que le budget est voté par les députés, promulgué par le chef de l'État, transcrit, traité bien sûr par les spécialistes du domaine. Et il faut dire que ce budget citoyen qui a vu le jour depuis 2020 jusqu'à ce jour, c'est grâce à ce projet d'appui à la gouvernance économique, coordonné par M. Djamena Tama et toute son équipe, l'expert en gouvernance, à haute majesté, qui, avec vous, autres acteurs, participe bien sûr à l'élaboration de ce budget. On est d'accord? Oui. Une fois le budget citoyen est élaboré, la vulgarisation est faite, et comment le citoyen à son niveau doit procéder pour veiller au grain? Je prends un exemple banal. On sait que je donne un quartier banal, hein, je ne sais pas, de Kpalimé-Ville, par exemple, à la frontière Ghana, à Klomayondi, la construction de cette voie a été financée à hauteur de tel montant et ça a été lancé. Comment saura-t-on que le chef chantier ou celui qui pilote le travail, le maître d'ouvrage, en même temps, doit pas ouvrir une boutique de quincaillerie à côté, peut-être vendre du ciment, quand on sait que ces ciments, peut-être là, sont destinés à la construction de cette voie, les fers à béton et autres là, parce que c'est aussi ça la veille citoyenne, pour qu'on sache vraiment que les 25 francs que l'État a mis à la disposition ont été vraiment à l'endroit qu'il faut, bien servi et au travail qu'il faut. Comment ça doit être fait? À qui s'adresse-t-on à de pareils moments? Comment doit-on procéder concrètement? Merci. Merci. C'est votre rôle. Oui, oui. Vous êtes censé veiller au grain de temps en temps. Merci. Merci encore une fois, M. Mathieu. Oui, disons que au cours donc des campagnes donc, de sensibilisation et de vulgarisation que nous menons, c'est des questions donc, qui reviennent. Comment le faire? Alors, donc, la première des choses, il faut dire que c'est l'information. Pour faire la veille citoyenne, il faut accéder à l'information. Donc, c'est pour ça que le budget citoyen est le bienvenu. Il faut accéder à l'information. Donc, c'est pour ça la vulgarisation donc, du budget citoyen, une fois qu'il est disponible, est très importante à faire à la fois par donc, le secteur gouvernemental, à faire par les organisations de la société civile que nous sommes, qui sont proches donc, de la population. Donc il faut d'abord comprendre qu'il y a ce projet-là de construction donc, de route qui soit programmé dans le village dont vous venez de faire cas. Donc ça doit être connu. Alors, je dois dire que dans le domaine donc, des marchés publics, ce qui est recommandé est très important, c'est que pour ouvrir un chantier, on doit mettre un panneau. Un panneau qui indique, qui comporte un certain nombre d'informations, dont le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le financement, le délai d'exécution. Maintenant, le citoyen ou la citoyenne vit dans le milieu. Et vous savez que ces informations circulent facilement. Facilement. Ah mais oui, parce que si un ouvrier se permet le luxe, donc une fois qu'on dépose le ciment sur le chantier, qu'il le prend peut-être pour vendre à un autre qui vit dans le même milieu ou à ouvrir un magasin pour vendre, automatiquement l'information se répand. Alors, une fois que là où le citoyen a l'information, eh bien, ce qu'elle peut faire, c'est que nous avons 3 créneaux d'information. En réalité, qui sont des créneaux de dénonciation. Quel que soit le lieu. Le village dont vous parlez, par exemple. Quel que soit le lieu. Oui, comme on dit, voilà. Le village après Womé, quand vous allez vers la frontière du Ghana. Très bien. C'est ça. Il y a le numéro vert. Donc on appelle le numéro vert? Le numéro vert, oui. Pour signaler? Oui, pour signaler. Le numéro vert est là. Donc,
Il suffit de taper ARCOP, par exemple, Autorité de régulation de la commande publique, ou bien la Direction nationale de contrôle de la commande publique. Vous tapez là, vous avez le numéro vert qui s'affiche. C'est gratuit, l'appel est gratuit. Donc le citoyen utilise ça et il appelle gratuitement pour signaler donc, la situation. Et ça, c'est des dispositions que le gouvernement a prises et a mis à la disposition donc, des citoyens. Il y a le site même de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Vous allez sur le site, il y a une partie qui est réservée là pour dénoncer ces pratiques et autres. Et enfin, l'autre canal, c'est que vous saisissez par exemple l'autorité de régulation de la commande publique. Vous pouvez même saisir d'autres institutions, comme Aplusia par exemple. Ça, c'est vraiment, là, c'est par courrier. Donc, vous écrivez, vous mentionnez toute la situation. Eh bien, ces institutions-là sont les institutions dont je viens de citer, sont les institutions donc, de la République. Et donc, l'une de leurs missions, justement, c'est de faire des investigations. Donc, une fois que l'information arrive, ces institutions donc, de la République qui sont mises en place pour aider à davantage donc, de transparence et de bonne utilisation donc, des données publiques pour faire le développement, parce que c'est de ça il est question. Tant que le gouvernement n'a pas les ressources nécessaires pour investir donc, dans le développement, eh bien, on ne parlera pas de développement, on va rester sur place, même la situation peut s'empirer, par exemple. Si aujourd'hui, je prends le domaine donc, de l'eau où les besoins sont énormes, si l'État n'a pas donc, les ressources nécessaires pour investir, eh bien, on va rester là. Si l'argent est mal utilisé, eh bien, bon, donc, on ne pourra pas vraiment atteindre ce pourquoi donc, le budget est programmé et surtout les réalisations donc, à faire. Alors, donc, je disais tantôt, ces institutions-là ont pour rôle donc d'aider. Elles vont aller investiguer. Et si l'information s'avère nécessaire, eh bien, la loi a prévu ce qu'il faut faire en la matière. Oui, mais ça, d'ailleurs, les institutions étatiques, vous l'avez dit, on est d'accord, on semble être d'accord, voilà, avec vous. Même pour mon frère ou ma soeur qui actuellement nous suit, qui n'a pas cette chance-là d'aller à cette école-là pour pouvoir facilement aller sur ce site, avoir ces informations-là. Et il constate cette malversation, entre guillemets, qui se passe sous ses yeux. Est-ce qu'il ne peut pas s'adresser au chef quartier, chef canton ou la police à côté ou voilà, pour interpeller sur la question? On prend des voies qui sont en train d'être construites. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres en matière des infrastructures. Il y a aussi les centres hospitaliers où on doute, bien sûr. La pharmacie, on voit l'infirmier ou le docteur qui, entre-temps, devient pharmacien chez lui à la maison où on vend les produits, on se demande, mais il n'y a pas ça à l'hôpital, au centre de santé. Mais vous l'avez à la maison. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dénoncer auprès de ces autorités à la base? Oui, non, monsieur Mathieu, tout à fait, hein, tout à fait. Parce que c'est des acteurs qui peuvent être utilisés. Mais ces acteurs-là n'ont pas le nécessaire pour pouvoir faire les investigations. Et donc, de punir malheureusement. Donc, mais c'est des acteurs qui peuvent être utilisés. Parce que ma maman ou ma grand-mère, qui est, justement, comme vous venez de le dire, peut-être ne peut pas faire les dénonciations. Mais à partir donc de ces acteurs-là, que ce soit le chef de village, le chef de quartier, le chef de canton et autres acteurs, leaders communautaires donc du milieu, celui-là peut utiliser les créneaux des dénonciations dont je viens de faire cas. Ou bien, au pire des cas, le chef peut s'adresser à une ONG locale
Ok. Les ONG aussi ont le pouvoir de oui, oui, c'est que les ONG ont ces créneaux donc de dénonciation. Ok. Alors, si maman, papa ne peut pas lire, au moins les ONG donc, ont les créneaux qui permettent surtout de remonter l'information à qui de droit. Ça peut être le ministère lui-même, par exemple, concerné. Ça peut être les institutions donc, de lutte contre les corruptions, donc la corruption dont je viens donc de faire cas. Donc, vous savez, comme je l'ai dit, les organisations de la société civile, en réalité, sont celles-là qui portent la voix donc de la population. Alors, donc, ce canal-là peut être utilisé. Maintenant, il y a les services techniques déconcentrés de l'État aussi qui sont dans les préfectures, dans les régions. Je pense que aussi ce canal peut être utilisé. Mais pour que la dénonciation ne reste pas sans suite, c'est qu'il faut que l'information parvienne aux institutions donc, de la République, donc, qui sont investies donc, de tous les pouvoirs et de tous les moyens, enfin pour l'essentiel, on va dire, soit saisies, et c'est elle maintenant qui retourne, qui va sur le terrain, qui va travailler bien sûr avec la communauté pour pouvoir collecter les informations, infirmer ou confirmer. Voilà. Donc, et finalement, dans cette affaire donc de dénonciation, on va dire que c'est chacun de nous qui soit concerné en réalité. Parce que le citoyen peut avoir l'information que ça se passe comme ça, mais si elle ne trouve pas l'intermédiaire pour pouvoir remonter donc l'information, ce que nous remonter l'information jusqu'au niveau donc des institutions concernées, eh bien la situation peut rester là sans suite. Et ce que nous demandons, et ça on espère que on aura donc les ressources, c'est que les organisations même de la société civile puissent ramener vraiment les informations. D'abord du contenu donc du budget citoyen et ensuite maintenant les créneaux de dénonciation. Par exemple le numéro vert, aujourd'hui si on ramène les informations relatives au créneau donc de dénonciation, je pense qu'au niveau village, au niveau canton, le chef de village ou le chef canton ou leur secrétaire peuvent quand même noter l'information, le numéro vert, n'est-ce pas? Oui. Donc ils pourront directement aussi saisir. Et c'est là-bas vraiment il faut y arriver. Oui, aujourd'hui donc nous faisons donc la vulgarisation jusqu'au niveau donc des OIC, mais il nous reste vraiment à transposer ça au niveau donc de la population. Donc pour que finalement on ait une masse importante donc de citoyens et de citoyennes qui sont bien aguerris, qui sont bien informés et qui connaissent bien les créneaux à utiliser lorsque, comme vous venez de le dire, lorsque vraiment il y a un chantier qui est menacé pour plusieurs raisons, y compris les malfaçons. Ah oui. Y compris les malfaçons. Donc on a vu beaucoup de citoyens aujourd'hui jouer ce rôle-là. On a vu par exemple la route entre-temps la route Notien-Tung. On a vu la route on va dire Kanyabwa et Adjengere. Oui, ça a été. Oui, ça a été. C'est une route en construction. Voilà, un problème. Pas polémique. Voilà. En fait, c'est les citoyens de Millet donc qui ont dénoncé. Actuellement, il y a la voie Kévé. Ah oui. Oui, c'est les citoyens qui ont dénoncé. Donc, je pense que petit à petit, les choses évoluent, mais il faut renforcer donc l'information. Il faut donner les bonnes informations donc aux citoyens et
leur donner aussi les créneaux nécessaires. Est-ce que vous les formez vraiment quand on sait que le PAGE, projet d'appui à la gouvernance économique, avec ses partenaires, l'État togolais lui-même, la Banque mondiale, l'Union européenne, s'attelle chaque année à former, à travailler avec vous, les ténors des OSC? Est-ce que vous, à votre retour, vous arrivez quand même à faire le feedback de tout ce qui a été fait pour que le citoyen, à la base vraiment, ait cette information-là? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a pas mal d'efforts. Hein? Il y a pas mal d'efforts dans plusieurs domaines. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. L'État met les moyens, on mobilise les ressources. Ouais. Et c'est mis à la disposition des différents ministères pour pouvoir faire du Togo à travers la politique de développement, ça et là. Mais quand on sait que la population n'est pas vraiment informée, à qui incombe cette responsabilité? L'État, non? Ou même vous êtes là, les OSC, vous faites quoi concrètement? Oui, d'abord, il faut reconnaître que la responsabilité première incombe à l'État. C'est son rôle. D'ailleurs, le budget citoyen, c'est lui qui a dit oui, mais je veux finalement... Le budget citoyen. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il voudrait la transparence. Il voudrait que l'information budgétaire, y compris la participation donc des OSC à l'élaboration et au suivi donc de l'exécution budgétaire, eh bien, requiert donc la participation donc de la population. Donc, moi, ce que nous avons fait cette année, par exemple, nous venons donc de commencer, il faut le dire, avec les organisations de la société civile cette année 2023, c'est que le gouvernement, à travers donc le ministère donc de l'économie et des finances, a mis à notre disposition ces documents donc simplifiés que nous appelons budget citoyen. Voilà. Budget citoyen. Tout à fait. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a mis ça à la disposition donc de l'Union des ONG du Togo. Oui. Pour non seulement faire la sensibilisation, mais pour mettre à la disposition donc des organisations de la société civile ces documents-là. Ça, c'est très important. Ils ont été formés donc de contenu et ils ont reçu justement ce document-là. Ça, c'est l'œuvre du gouvernement. C'est ça. Donc, c'est vrai, nous, on a eu l'appui donc d'un partenaire, d'un de nos partenaires, hein, donc, qui a mis les ressources à notre disposition pour faire la vulgarisation du budget donc, citoyen donc, de 2022. Et puis, on va faire également la vulgarisation du budget 2023. Donc, vous venez de le dire, dans quelques semaines, sûrement, le budget... va être disponible. Voilà. L'élaboration dans tout son ensemble a été tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, on va reprendre donc, le même exercice. Nous avons créé une plateforme aujourd'hui, les organisations de la société civile, de suivi budgétaire. Là, on partage tous les documents nécessaires, les sites nécessaires et autres. Et ce que nous avons dit, et ça, les ONG se sont engagés, c'est que, en attendant d'avoir les ressources nécessaires, c'est que comme elles interviennent déjà sur... elles ont des activités qu'elles mènent déjà en communauté, eh bien, il faut profiter de ce moment-là hein, où elle est en communauté, l'ONG est en communauté, pour sensibiliser la population sur le budget citoyen, donner l'information essentielle. L'information essentielle, c'est quoi? C'est que nous sommes en 2023. Eh bien, c'est de dire, OK, voilà le gouvernement a prévu mobiliser tel montant et le gouvernement a prévu, quand je prends la région donc des plateaux par exemple, oui, a prévu dans le domaine de l'eau de réaliser, je ne sais pas, un barrage ou un point d'eau autonome, hein, ou bien bitumé la route dans telle zone, n'est-ce pas?
Et de dire, ok, vous en tant que citoyen, ou nous en tant que citoyens, nous devons veiller à ce que effectivement ce qui soit prévu là soit réalisé et bien. Donc, vous voyez, c'est finalement ces informations clés. Maintenant, s'il y a des difficultés, vous avez les créneaux qui permettent donc de saisir acquis du droit, y compris, comme je l'ai dit tantôt, l'ONG elle-même, ou bien les chefs de village, les chefs cantons, qui à leur tour peuvent contacter donc l'ONG. Voilà ce que nous faisons. Avec ça, c'est facile donc de ramener l'information au niveau de la population. Ce que nous avons dit également, c'est que les ONG puissent collaborer avec les médias. Aujourd'hui, je suis très heureux de me retrouver sur le plateau de New World. Sûrement, il y a plusieurs milliers de personnes qui nous suivent en ce moment-là. Ah oui. Voilà. Donc, les médias ont un pouvoir important en termes donc de relais d'information. Et donc, ils peuvent consacrer un peu donc de leurs ressources pour pouvoir animer. Ça, ils le font. Hein. Ça, c'est important, cette partie-là. Ça m'important. Voilà. Consacrer une petite partie de leurs ressources pour pouvoir communiquer autour de ce qu'ils font. Absolument. On croit aujourd'hui qu'on peut inviter un homme de médias ou un média et il vient, il termine, on lui dit merci. Comme si ce que lui fait, c'est pas un boulot. Oui, justement. Justement. Ah, il le faut. Hein. Oui, non, absolument. Pour investir dans la communication. Absolument. Quand on parle des grands groupes aujourd'hui, absolument, des grandes sociétés, ONG, autres, je ne veux pas citer des noms, c'est les médias qui les ont faits. Absolument. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous connaissons vraiment la force donc des médias et aucune organisation ne peut pas vraiment évoluer si, comme vous venez de le dire, si elle ne collabore pas avec le média. Et ça, c'est des messages que nous passons auprès donc des OSC pendant donc nos campagnes. Et je pense que petit à petit, donc les choses vont aller en simplifiant. Donc, si on utilise davantage donc le pouvoir donc des médias, puisque nous avons la chance que dans notre pays, nous avons les radios de proximité. Donc, quel que soit l'endroit de nos villages proches du Ghana, là-bas, il doit avoir dans les rayons peut-être voilà. Donc, ils peuvent utiliser donc pour pouvoir donner l'information donc à la citoyenne et puis aux citoyens pour participer donc à la bonne utilisation donc de l'argent public, parce que le budget citoyen en réalité c'est de ça il est question, c'est de l'argent donc de tout le monde et il doit être bien utilisé. Parfait. Pour pouvoir réaliser les résultats et les objectifs qui figurent dans chaque budget citoyen. Je rappelle vraiment que le gouvernement togolais s'est engagé il y a déjà 3 ans à réaliser ce que nous appelons le budget programme. Le budget programme a son avantage dans le fait que on ne met pas l'argent pour mettre, mais on se fixe donc des résultats vraiment à atteindre. Le gouvernement veut réaliser 10 forages équipés de pompes à motricité humaine. Il le dira dans le budget. Et on le voit. Et c'est facile vraiment donc de mesurer. Voilà. En fait, on est pratiquement à la fin de l'émission, mais 2 questions, on va se séparer. Comment avez-vous trouvé le travail pendant 3, 4, bientôt 5 ans du PAGE, projet d'appui à la gouvernance économique, en matière bien sûr de l'élaboration du budget citoyen? Oui, merci. Moi, je pense que, pour ma part, il faut le dire, globalement, les organisations de la société civile trouvent que c'est un très bon projet qui devrait donc se transformer en programme pour finalement s'étaler sur au moins 10 ans. C'est comme ça on pourra impacter la gouvernance économique dans notre pays. Mais ça prend fin bientôt. Bon. Un message peut-être à l'endroit des premières autorités. Oui, et je dois dire que pour moi,
je pense que le gouvernement devrait s'atteler à faire en sorte que ce projet-là ne ferme pas ses portes, plutôt travailler à le transformer en un programme et faire en sorte qu'il s'étale sur 10 ou 15 ans. Et son investissement, d'abord, doit se faire sur le budget de l'État. Et maintenant, les partenaires peuvent vraiment contribuer. C'est comme ça, parce que les projets... Bon, bientôt, Page, si on dit que dans quelques mois, Page ferme ses portes, on a eu quelques résultats. Et de très bons résultats. De très bons résultats. De très bons résultats. Maintenant, si on arrête, bon, vous allez voir que finalement, le risque est là pour revenir à la case donc, de départ. Il dit que un des problèmes donc, de l'Afrique aussi, c'est de dire que nous n'investissons pas suffisamment dans le domaine, par exemple, donc, de la gouvernance sur de longues périodes pour pouvoir provoquer le changement attendu. Donc, c'est des projets de 3, 4, 5 ans après, c'est fini. Bon, on a de très bons acquis, mais après... Il faut qu'il y ait une continuité. Il faut une continuité. Donc, vraiment, j'implore vraiment le chef de l'État, le chef de l'État, le Premier ministre, pour qu'il regarde bien ce programme, donc, ce projet donc, de Page, pour faire en sorte que il soit reprogrammé donc sur de longues périodes pour que d'abord les acquis soient préservés et qu'ils soient finalement consolidés. C'est comme ça, parce que c'est le projet qui permet aux citoyens donc d'avoir son œil, son droit de regard sur l'utilisation donc des ressources publiques. Le développement du pays passe par la bonne utilisation donc des ressources publiques. Et ça, c'est le citoyen doit y participer. On a vu l'exemple du Ghana, mais ils avaient un programme sur 15 ans. C'est ça qui a apporté le changement. Parfait. Merci. Merci bien. Vous êtes Aristide Djenda, directeur exécutif de l'Union des ONG du Togo. Merci d'être passé. Merci. Merci Mathieu. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très bientôt.